Ce matin, comme j'avais prévu, donc petit live pour vous parler de la gestion des émotions et notamment comment trouver les techniques de retour au calme qui soient les plus adaptées pour vos enfants. Donc, je me présente, donc je m'appelle Céline, je suis maman, j'ai 41 ans, je suis coach thérapeute PNL spécialisée justement dans l'accompagnement des mamans pour retrouver plus de sérénité, d'alignement avec leurs valeurs éducatives. Donc moi-même maman, j'ai pu donc tester effectivement différentes techniques. On peut avoir dans différents ouvrages tout ce qui est technique au niveau respiration, comment faire un câlin, comment apaiser son enfant. Vraiment une multitude d'outils pour vous permettre, soi-disant pendant la crise d'un de vos enfants, de votre enfant, de pouvoir mieux l'apaiser. Sauf que le souci, c'est que toutes les techniques ne sont pas adaptées à chaque enfant. Chaque enfant a un canal de prédilection et c'est de ça que je vais vous parler donc aujourd'hui. Donc n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui regardent le replay, s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses qui vous interpellent, à le marquer en commentaire. Moi j'y répondrai dès que je peux, en privé ou via les commentaires, il n'y a aucun souci. Ici on est là pour échanger. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement comment pouvoir détecter, comment savoir quelle est la technique, le type de technique qui est le plus approprié à votre enfant. Le gros avantage de ce que je vais vous donner en conseil, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour vous-même et puis vous permettre aussi de comprendre, de mieux appréhender comment fonctionne un petit peu votre entourage. Donc, je vais vous parler de canal préférentiel. On parle de canal préférentiel généralement de communication, mais c'est aussi d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon qui on est, notre expérience, notre culture, notre éducation, eh bien, on va privilégier plutôt un canal qui va être visuel, auditif ou verbal, et puis kinesthésique. Et dans le kinesthésique, donc ça fait appel aux différents sens qu'on a, donc le visuel, la vue, auditif, verbal, les oreilles et la parole. Et dans le kinesthésique, on regroupe donc tout ce qui est tactile, tout ce qui est mouvement, mais on y met aussi tout ce qui est olfactif et tout ce qui est gustatif. Vous allez comprendre un petit peu après. Repensez à vous, peut-être quand vous étiez enfant, comment vous faisiez pour apprendre vos leçons. Vous aviez certainement des techniques, des méthodes qui vous parlaient plus. Personnellement, moi je sais que ce que je faisais pour réciter, pour apprendre, il fallait non seulement que je bouge, mais il fallait que je parle. Donc, je récitais mes leçons en chantant, en bougeant dans ma chambre et en dansant, ou je jouais à la maîtresse, ou je jouais une scène de théâtre, parce que c'est comme ça que moi je mémorisais le plus. Moi, mon canal de prédilection, c'est effectivement auditif, verbal, plus kinesthésique. On peut en avoir un ou deux, mais généralement, il y en a un qui est préférentiel par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça implique de connaître son canal préférentiel? Eh bien, c'est le canal que vous avez utilisé de préférence pour pouvoir vous exprimer. Donc, vous allez le reconnaître dans les mots utilisés, dans les gestes que vous allez faire. Est-ce que vous allez toucher les gens quand vous leur parlez ou quand vous apprenez quelque chose, c'est comment vous retenez le mieux. Il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, donc qui ont besoin sur une fiche de voir où se trouvent les différents paragraphes pour que lors d'un examen, eh ben, en fait, elles visualisent dans leur tête, ah oui, c'est à tel endroit, tel endroit. Vos enfants sont peut-être comme ça aussi. Donc, auditif, bah, ça va être pareil. Il y a besoin, votre enfant va retenir plus facilement en écoutant qu'en regardant ou en faisant. Et donc, en connaissant ça, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser effectivement pour l'accompagner dans ses apprentissages, puisque effectivement, si vous n'avez pas identifié son canal de prédilection, eh bien, c'est comme si vous alliez lui parler chinois, d'accord? Et puis surtout, vous allez donc pouvoir l'utiliser pour l'accompagner dans la gestion de ses émotions. Pourquoi? Si vous regardez bien, votre enfant, il a peut-être une façon particulière de s'exprimer quand quelque chose ne va pas pour lui. Ma fille, moi, quand elle pète un câble, eh bien, il faut que ça sorte. Et comme elle est auditive principalement et verbale, eh bien, ça passe par les pleurs, par les cris. Et puis, ça peut monter dans des décibels très, très forts. Quand on ne connaît pas le canal, qu'est-ce qui se passe? Quand on a lu tous les bouquins d'éducation parentale, on se dit, ah, c'est marqué partout, le câlin, il y a l'ocytocine, ça fait du bien. Et pendant longtemps, en fait, quand Maëlle faisait des crises, eh bien, je voulais la prendre dans mes bras pour pouvoir l'apaiser de façon instantanée. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle me rejetait. Elle me repoussait vraiment violemment.
Et puis en tant que maman, eh ben, c'est quelque chose quand on travaille pas dessus, qui est assez désagréable puisque comme je l'ai dit, bah, le sentiment que j'avais, c'était de me dire: «Je veux l'aider, mais elle me rejette». Et donc derrière, si on gère pas nous-mêmes nos émotions, nos sensations, nos ressentis, eh bien ça peut amener sur des pensées déviantes, sur des pensées limitantes. Et puis du coup, on n'arrive pas non seulement à calmer son enfant, et puis on se remet en question en tant que parent. Et là, ça peut être le cercle vicieux, et puis faire que les crises, elles montent crescendo. Et en apprenant justement à voir, observer quel était le canal de prédilection de Maëlle, en comprenant que elle était auditive. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de voir ça? C'est que Maëlle, en fait, depuis qu'elle sait faire des sons et parler, c'est systématique. Elle chante en permanence, mais vraiment en permanence. Elle a un truc avec le sonore, avec la musique notamment. Et puis, elle parle énormément, elle verbalise énormément. Et puis, quand je la vois, quand elle joue, quand tout passe vraiment, à chaque fois, je me dis, elle fera un boulot dans la communication, dans le théâtre, dans la création, parce qu'elle a un côté créatif aussi. Mais c'est vrai que j'avais pas été voir plus loin. En sachant maintenant son canal de prédilection, eh ben, je peux l'utiliser pour l'apaiser, puisque effectivement, comme elle est auditive et verbale, si je lui apporte des techniques ou je lui apprends des techniques qui sont sur le kinesthésique, ça va pas lui parler. Ça va pas lui parler autant que si je lui apporte des solutions qui sont propres à son canal de préférentiel, de communication, de compréhension et d'apprentissage. Et vous, c'est ce que vous pouvez faire avec vos enfants. C'est-à-dire dans un premier temps déjà d'essayer d'identifier quel est le canal de prédilection de vos enfants et ça quel que soit leur âge. Ce conseil-là, il est autant valable pour des tout petits que pour des plus grands et même des adolescents. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas, par exemple, auditif verbal, quand un adolescent notamment, si vous cherchez à le faire verbaliser, à ce qu'il vous dise les choses, eh ben, vous allez vous confronter à un mur. Et là, encore une fois, eh ben, vous pouvez avoir le petit vélo dans la tête qui trottine, ou vous pensez que il est injuste, ou que vous êtes une mauvaise mère, ou que vous n'êtes pas capable, ou que lui n'est pas capable. Et puis, en termes de communication, ça peut faire monter un conflit et puis faire dégénérer les choses. Donc, c'est vraiment important. Donc, identifiez, regardez votre enfant, à quoi il est plus sensible. Est-ce que c'est un enfant, alors tout ce qui est kinesthésique, comment vous pouvez le voir? Ce sont des enfants coucou, ce sont des enfants qui bougent énormément, qui sont dans le mouvement, qui préfèrent courir, faire du vélo, sauter partout, qui pendant les crises vont peut-être taper aussi. Ça, c'est un indice important. C'est des enfants, pour se calmer, qui vont aussi mâchouiller. Donc, ça peut être une tétine, ça peut être le pouce, ça peut être les doigts, ça peut être mâchouiller ses cheveux, ça peut être mâchouiller ses doigts ou, comme je disais, ou plutôt un bout de tissu. Ça vous donne des indices que votre enfant est peut-être plus kinesthésique. D'accord? Les enfants, donc, auditifs et verbales, c'est comme je vous disais, c'est des enfants qui chantent, qui adorent écouter les choses, adorent écouter les histoires, adorent écouter la musique, qui, en période de crise, vont beaucoup extérioriser par la voix, par les pleurs, vont crier. Donc ça vous donne des petits indices. Les enfants qui sont plus visuels, ça va être des enfants que vous allez le repérer plus là sur les périodes d'apprentissage. Ils vont avoir besoin de voir les choses, c'est-à-dire de voir des images, de regarder les images dans les livres, peut-être au niveau du dessin aussi. Donc là, il y a le côté créatif, mais le côté visuel. Donc ça, c'est important parce qu'une fois, donc, comme je disais, que vous avez détecté le canal de prédilection de votre enfant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ou mettre en place? Eh bien, vous allez savoir que quand il ne va pas bien ou quand il est en période de crise, ce qui va lui permettre, parce que la crise, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'énergie qui monte et ça bouillonne, ça bouillonne. Ça bouillonne par la bouche, ça bouillonne par les mouvements, ça bouillonne par différents aspects et puis il faut que ça sorte. Et donc, de crier pour un enfant, de pleurer, de taper, c'est déjà une façon pour lui d'évacuer la tension. Par contre, le comportement est peut-être pas acceptable et c'est là où vous pouvez jouer. D'accord? C'est de dire, ok, j'entends bien que là, tu es triste, que tu es déçu, que tu es en colère et tu peux te calmer de différentes façons plutôt que de crier, plutôt que de... Et ça va être de lui apprendre justement les techniques qui sont en lien avec son canal de prédilection.
Donc, des petits exemples quand même que vous puissiez avoir quand même de la matière à travailler. Par exemple, les enfants ou les personnes, comme je dis, parce que c'est valable aussi pour les adultes, qui sont plutôt kinesthésiques, le moyen donc d'évacuer la tension, ça va être soit par du mouvement, soit par de l'olfactif, soit par du gustatif. Attention, le gustatif, vous allez voir pourquoi. Donc, le mouvement, plutôt que de taper, ça va être peut-être de lui proposer, de lui apprendre à, quand il y a quelque chose qui va pas, eh ben, il peut sauter, il peut faire des allers-retours dans le couloir en courant, il peut aller jouer, courir dans le jardin, si le temps le permet, il peut se mettre à danser. Au niveau olfactif, ce sont des enfants qui vont être plus sensibles aussi peut-être à certaines odeurs. Donc en faisant attention aux huiles essentielles qui sont compatibles avec les enfants, mais ça va peut-être de lui faire sentir quelque chose de rassurant. Donc tout ce qui peut être lavande. Alors, après à regarder, hein, là je vais vous donner les noms, mais sans là tout de suite à penser à quelles sont les huiles compatibles ou pas pour les enfants, mais des odeurs qui permettent de redescendre. Au niveau oral, ça va être, peut-être ça va être des enfants qui vont avoir besoin de mâchouiller quelque chose. Donc faites attention parce que en adulte, on le connaît plus. Quand on est kinesthésique, ce qui nous calme, c'est d'aller se ruer sur la nourriture, par exemple. Donc ça, attention, ça peut devenir une addiction. Ça peut être de fumer, parce que mettre la cigarette à la bouche, ça rappelle peut-être aussi la tétée, ça rappelle le pouce, et donc ça apaise. Donc ça, le mâchouillage, à faire attention. Vous allez voir, si c'est des enfants qui mâchouillent leur crayon ou autre, c'est que déjà, ils ont plutôt un canal de prédilection, de communication et d'apprentissage de compréhension qui est plus sur du kinesthésique. Ça va être effectivement, donc pour ces enfants-là, les câlins, effectivement, ça va être une source d'apaisement, de réconfort pour eux. Maintenant, pour les enfants donc, qui sont plutôt auditifs et verbales, ça va être de travailler sur la verbalisation, justement, d'apprendre à votre enfant à savoir mettre des mots sur son émotion, sur ce qui le dérange, sur ce qu'il aurait aimé à la place. Donc ça, c'est un travail qui se fait pas sur l'instantané. C'est, comme pour tout, c'est un apprentissage. Ça va être des enfants qui vont peut-être avoir besoin de chanter. Apprenez-lui peut-être à chanter quand il va pas bien, de se dire, voilà, tu sais que quand tu chantes, comment tu te sens? Tu te sens mieux, tu te sens joyeux. Eh bien, quand tu as quelque chose qui va pas, peut-être que tu peux me le dire en chanson ou te le dire à toi-même en chanson. Ça va être des enfants qui, pour se calmer, vont peut-être se calmer plus avec des musiques apaisantes, relaxantes. Vous avez tout plein de petites box, justement, avec soit des bruits blancs, avec des musiques calmes, avec des méditations, où ça passe par l'auditif. Et ça, ça va être pareil, à inclure dans vos petits rituels quotidiens, hebdomadaires, pour que l'enfant puisse identifier, quand il fait ça, ça lui génère un état interne qui est positif, qui est calme, qui le rassure. Et donc, à force, entre les crises, qu'il puisse s'identifier, au moment de la crise, vous allez pouvoir voir avec lui, lui soumettre les différentes solutions possibles. Les enfants visuels, alors pour pouvoir évacuer les tensions, pour retrouver un peu de calme, eh bien soit ça va être de porter un regard extérieur à eux, donc ça peut être de regarder des mouvements des feuilles d'arbres dehors qui, ça apaise, hein, c'est utilisé de toute façon dans les images en relaxation, ça peut être ce genre d'outils. Ça, c'est un timer où l'enfant, vous lui donnez ça. Le fait de regarder, descendre, ça apaise pour ces enfants-là qui sont visuels. Donc ça, c'est porter le regard sur l'extérieur. Vous savez aussi toutes les petites, alors moi je l'ai en version bougie, mais toutes les boules à neige, ça aussi, ce sont des choses qui permettent de calmer les enfants qui sont sur un canal de prédilection plutôt visuel. Ça va être également donc se recentrer avec un regard intérieur. Donc ça, en fonction de l'âge de l'enfant, c'est à adapter, mais ça peut être sur un travail justement de fermer les yeux et d'essayer de se voir quand il est calme. Donc, un petit travail adapté à l'âge de visualisation, de méditation, les yeux fermés, ou d'imaginer un lieu qui est apaisant pour lui, la nature, dans sa chambre, quand il fait telle ou telle chose. Quand ils sont un peu plus grands, ça va être de travailler justement un peu plus sur ce travail de méditation avec l'écoute de son cœur, de sa respiration, avec vraiment un recentrage sur soi. Donc ça vous donne vraiment la possibilité de répondre vraiment de façon adaptée, vraiment de transmettre le meilleur
à votre enfant, de montrer que vous l'avez écouté, que vous écoutez sa façon de fonctionner et puis que vous êtes capable de détecter quel est son besoin pour apaiser. Et ça, c'est vraiment primordial parce que sinon, vous allez vous retrouver, comme je disais précédemment, notamment dans mon cas de figure, face à des réactions que vous n'allez pas comprendre parce que vous allez être dans une intention d'aider votre enfant et puis votre enfant, va vous faire comprendre à sa manière que non, c'est pas ça qui va le calmer, que non, vous l'écoutez pas, que vous l'avez pas compris. Et du coup, ça va engendrer quoi? De la frustration de part et d'autre. Vous, ça va vous frustrer parce que vous allez vous sentir potentiellement rejeté. Et lui, ça va le frustrer parce qu'il va avoir la sensation de ne pas être compris, de ne pas être écouté. Ensuite, par rapport aux différents âges de vos enfants, donc ça permet quand ils sont tout petits ou en apprentissage d'intelligence émotionnelle, d'aller dans un premier temps trouver vraiment, proposer la solution qui soit adaptée à son canal préférentiel de communication et de compréhension du monde. Après, l'idée, c'est pas de rester que sur cette dynamique-là, puisque vous comprenez bien, par exemple, Maëlle, quand elle va être plus grande, si elle fait une crise à l'école ou même dans son boulot quand elle sera adulte, c'est quand il faut qu'elle se calme, il faut qu'elle crie ou qu'elle chante. Il y a des choses qui sont moins compatibles avec la vie en société. Donc, au fur et à mesure, ça va être de lui proposer un panel de solutions, de techniques possibles pour que lui ou elle puisse aller piocher dans les différents outils. Et puis après, d'élargir, de lui proposer sur d'autres canaux de communication pour que justement il ait sa petite boîte à outils ou elle ait sa petite boîte à outils et en fonction du contexte, en fonction de l'intensité de l'émotion, qu'elle ou il puisse aller choisir. Donc première étape, c'est vous allez être force de proposition parce que vous avez détecté, vous avez travaillé un petit peu dessus. Ensuite, c'est de lui proposer une variété de techniques possibles. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée dans cet apprentissage de la gestion émotionnelle, ça va être de l'inciter à se souvenir. Quand il est en période de crise, comment tu peux te calmer? Qu'est-ce qui t'aide? Rappelle-toi, souviens-toi. Qu'est-ce qu'on a vu? Et ça va être à lui, justement, d'aller trouver ou à elle d'aller trouver toute seule en autonomie et vous laissez faire. Vous êtes là au cas où, mais si à chaque fois, c'est vous qui imposez la solution, en fait, vous allez le rendre dépendant de vous et vous n'allez pas le rendre ou la rendre autonome dans sa gestion émotionnelle. Et ça, c'est une de nos missions en tant que parents. D'ailleurs, je vous invite à aller télécharger dans mon lien en bio. Je vous ai fait un livret numérique qui est offert de 23 pages sur justement pour vous aider à mieux comprendre en fait certains de leurs comportements, de leurs réactions et notamment des vôtres. Pour pouvoir justement transmettre le meilleur et limiter, voire éviter les zones d'incompréhension, les zones de conflit où il y a beaucoup d'interprétations de part et d'autre. Donc, je vous laisse aller regarder dans mon lien en bio, comme ça, vous pouvez le télécharger. N'hésitez pas non plus à aller vous inscrire sur ma newsletter pour avoir le petit coaching chaque semaine, les petits conseils hebdomadaires. Pareil, vous allez trouver le lien dans ma bio. Donc, on récapitule pour aujourd'hui. Pensez à identifier donc le canal de prédilection d'apprentissage, de compréhension, de communication de votre enfant. Soit visuel, soit auditif verbal, soit kinesthésique. Sachant que dans le kinesthésique, c'est le contact, le mouvement, l'olfactif et le gustatif, le mâchouillage et compagnie. À partir de là, donc vous pouvez le voir soit dans ces périodes de jeu, d'apprentissage ou pendant les périodes de crise. À partir de là, quand vous avez analysé, identifié son canal, c'est d'aller justement dans vos différents ouvrages, articles, aller piocher les exercices ou ce que vous avez déjà peut-être mis en place avec lui ou elle, d'aller piocher les exercices. Vous avez identifié qu'il était plutôt visuel, d'aller chercher tous les petits exercices de retour au calme qui font appel à la vue. Regard vers l'extérieur ou recentrage. Regard à l'intérieur de soi. Et à partir de là, ça va être de lui apprendre. Sachant une chose, la gestion de crise, souvent les parents me disent « Ah, mais je comprends pas, j'ai essayé, mais pendant la crise, ça n'a pas marché. » Sachez que tout le travail ne se fait pas à l'instantané. Un enfant qui part en cacahuète, c'est mort. C'est trop tard.
On est juste là pour le réconforter, le sécuriser, mais c'est pas pendant qu'il est en crise qu'il va falloir lui apprendre les choses. Parce que c'est comme n'importe qui, c'est comme vous quand vous pétez un câble, quand on vient vous ramener à la raison, non, il faut le temps d'accueillir l'émotion, le temps que ça redescende. Donc l'apprentissage, il se fait quand? Il se fait entre les crises. D'accord? Pour que justement, il soit plus disposé, plus attentif, plus réceptif à accueillir, à apprendre justement ces nouveaux exercices et ces nouveaux tips pour pouvoir justement, pendant la crise, apprendre. Et ça, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. C'est pas, vous dites pas, ah bah c'est bon, j'ai trouvé la semaine prochaine, je lui apprends tout ça, puis la prochaine crise, c'est sûr, c'est nickel. C'est comme pour tout. Donc, il n'y a jamais d'erreur, je rappelle, jamais d'échec. C'est juste des apprentissages. Après, des réglages à faire sur anticiper, de sentir les premiers signes de ça va péter un câble pour pouvoir justement intervenir au bon moment. C'est justement dans votre intervention, comment vous intervenez, jusqu'où vous allez pour pouvoir le canaliser, jusqu'où vous allez pour vous imposer et pas lui laisser à lui sa part de libre arbitre et sa part d'autonomie. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, je rappelle pour les personnes qui m'ont regardé en replay, à me mettre en commentaire, voilà, dans quelle mesure ces informations-là viennent faire écho chez vous. Est-ce que vous aviez déjà conscience de ces notions-là ou pas? Et puis dans quelle mesure ça vous a apporté un plus aujourd'hui? Et puis donc je vous rappelle, si le contenu vous a parlé, a résonné en vous, n'hésitez pas à partager, à diffuser, à enregistrer. Je vous laisse aller regarder, donc télécharger le cadeau que je vous ai concocté, le petit livret numérique que vous allez retrouver dans mon lien en bio, et puis à vous abonner à ma chaîne ou même à vous abonner à ma newsletter. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end puisque nous sommes dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Ciao!